Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me fascine. C'est les méthodes qu'on peut utiliser pour pouvoir transformer des matériaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si on prend un élément du tableau périodique que l'on connaît tous, le carbone. Le carbone, ça peut donner du graphite, donc la mine de vos crayons, ou ça peut donner du diamant. Donc deux matériaux extrêmement différents, tant par leurs propriétés optiques, mécaniques. Mais il y a d'autres choses aussi. Par exemple, si on prend ce carbone et qu'on y rajoute du fer, on obtient de l'acier. L'acier, on en a partout autour de nous. On a par exemple dans nos couverts, les fourchettes, les couteaux, mais on en a aussi par exemple sur les rails des chemins de fer. Maintenant, on se rend bien compte que les propriétés par exemple mécaniques de l'acier n'ont pas besoin d'être les mêmes pour une fourchette et pour des rails qui doivent soutenir le poids de locomotives extrêmement lourdes. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait, à partir des mêmes éléments chimiques, pour obtenir des matériaux avec des propriétés incroyablement différentes. Tout ça, en fait, c'est le travail des procédés. Donc un procédé, c'est quoi? C'est finalement un protocole de transformation entre un matériau pur ou un alliage très simple vers un matériau avec de nouvelles propriétés. Et donc ces procédés, il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, qui font de la recherche. Et dans mon laboratoire, le LSPM, on travaille particulièrement dessus et on y travaille de manière assez différente. Et c'est ça aussi qui est amusant. Il y a 3 axes de recherche dans mon laboratoire. L'un qui s'appelle Méca-Méta, c'est plutôt des métallurgistes. On va travailler sur les métaux. Un deuxième axe qui s'appelle Minos, où les chercheurs vont travailler sur la fabrication et les procédés qui permettent d'obtenir des nanoparticules. Et finalement, le troisième axe, qui s'appelle Panam, dans lequel les chercheuses et les chercheurs vont travailler sur des couches minces. Ces couches minces qui font quelques nanomètres à quelques centaines de nanomètres d'épaisseur. Et c'est de ça dont je vais vous parler dans la suite. De l'axe Panam, on travaille sur les procédés qui permettent d'obtenir des couches minces. Qu'est-ce qu'une couche mince? Une couche mince, c'est une couche qui est très fine, qui va faire quelques nanomètres, voire quelques centaines de nanomètres d'épaisseur, mais pas plus. Donc on est vraiment au niveau d'une certaine dizaine, voire centaine d'atomes superposés. Et là encore, les chercheuses et les chercheurs de l'Axe vont travailler sur 2 stratégies différentes de procédés. La première consiste à partir de ce qu'on appelle une cible. Alors, notamment une cible de métal. Une cible, c'est finalement juste un disque d'un matériau pur. Donc, ici, des métaux. Donc, on voit là sur cette tuile, ça peut être du fer, du cuivre, du nickel, de l'or, etc., etc. Et puis, cette cible, on va la mettre dans ce qu'on appelle un bâti dans lequel on va faire le vide. On va faire le vide pour plus qu'il y ait d'air, pour plus qu'il y ait d'eau. Et puis, on va introduire sélectivement des gaz qu'on appelle neutres. On les appelle neutres parce qu'ils ont la propriété de absolument pas réagir avec le matériau qu'on a inséré dans ce bâti. Là-dessus, on va appliquer une tension électrique entre la cible, donc le métal, et puis l'échantillon sur lequel on veut déposer ces couches minces. Cette tension électrique, elle va agir sur le gaz neutre, elle va décrocher des électrons de ce gaz, et ça va créer ce qu'on appelle un plasma. Un plasma, c'est donc cette chose un peu étrange qui n'est pas vraiment du gaz, qui n'est pas de la matière solide, qui n'est pas un liquide non plus. Certains scientifiques dénomment le 4e état de la matière. Et en fait, c'est grâce à ce plasma que des électrons et les ions qui vont être formés vont pouvoir venir bombarder la cible métallique. Et ce bombardement va avoir un effet abrasif sur cette cible et ça va venir décoller les atomes, un atome à la fois.
si bien qu'à la fin, sur l'échantillon, on va pouvoir venir accrocher les atomes d'un métal qu'on aura choisi, un atome à la fois. Alors, dans notre jargon à nous, on ne dit pas échantillon, on dit substrat. Pourquoi est-ce qu'on dit substrat? Parce que c'est finalement la surface sur laquelle on souhaite déposer ces atomes. C'est cette surface sur laquelle on va travailler. Et donc, un substrat, ça peut être tout et n'importe quoi. Ici, par exemple, on a choisi une lame de verre, mais dans l'industrie de l'électronique, bien entendu, on aime beaucoup le silicium. Et puis, ça peut être aussi, par exemple, un matériau qui s'appelle le Kapton, qui est un matériau qui a des propriétés intéressantes parce qu'à la fois, il est flexible, mais il conduit aussi un petit peu l'électricité. Donc, pour toute l'électronique flexible, c'est un matériau qui peut être assez intéressant. Et donc, on va pouvoir venir développer sur ces substrats, celui qu'on aura choisi, un métal à l'état pur. Et puis, évidemment, on n'est pas obligé de déposer qu'un seul métal. Une fois qu'on a déposé le nombre d'atomes que l'on souhaitait de ce métal, on peut passer à un autre, par exemple, ou à un isolant. Et puis, finalement, on va agencer tous ces éléments en ce qu'on appelle des couches minces, parce qu'elles sont extrêmement fines, donc comme je vous le disais au début, de quelques nanomètres à une centaine de nanomètres. Une des spécialités ici, c'est de travailler sur les matériaux magnétiques. Et du coup, on peut aussi les déposer sous champ magnétique ou après regarder leurs propriétés magnétiques. La deuxième stratégie qu'on utilise dans l'axe Paname, c'est cette fois-ci d'utiliser des gaz réactifs. Les gaz réactifs, donc ici par exemple, on a mis l'hydrogène, l'oxygène ou un autre gaz, CH4, qui est en fait tout simplement du méthane. Ces gaz, ce qu'on va faire, c'est qu'on va à nouveau créer un plasma, mais cette fois-ci, ça va être un plasma qui va être un petit peu différent, et puis surtout, on va appliquer des micro-ondes aussi sur ce plasma. Donc il va y avoir des micro-ondes. On va essayer d'avoir ce qu'on appelle un plasma froid, c'est-à-dire sans élévation de température. Et le fait qu'il y ait un plasma sur ces gaz réactifs, ça va justement créer une réaction chimique entre les molécules du gaz. Et cette fois-ci, contrairement à ce qu'on peut voir à l'école, c'est une réaction chimique, mais qui ne se fait pas entre deux liquides, donc pas en solution, mais en phase gazeuse. Et cette réaction entre les différents gaz, ça va avoir pour conséquence quoi? Ça va avoir pour conséquence que des atomes ici de carbone vont venir se déposer, là encore à la surface d'un échantillon, donc sur un substrat qu'on aura choisi. Et là, le substrat est encore plus important dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que les propriétés du substrat, s'il est très très lisse au niveau atomique, s'il a certaines aspérités, s'il a une certaine forme, ça va avoir des conséquences sur la manière dont les atomes de carbone vont se disposer à la surface de ce matériau. Le but ici, donc, c'est de trouver des substrats, de travailler sur ces substrats pour qu'à la fin, ces atomes de carbone ne s'agencent pas n'importe comment, mais puissent former des couches minces de diamants. Et donc ces couches minces, donc, qui font de quelques nanomètres à quelques centaines de nanomètres, qu'elles soient métalliques, isolantes, que ce soit du diamant, on va pouvoir travailler dessus parce qu'elles ont des propriétés optiques et des propriétés électroniques qui sont extrêmement intéressantes pour le futur de l'électronique. De l'axe Minos, les chercheurs et les chercheuses travaillent à la fabrication de nanoparticules. Les nanoparticules, qu'est-ce que c'est? C'est des petits objets donc en 3 dimensions qui vont être de l'ordre du nanomètre ou jusqu'à la centaine de nanomètres. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour fabriquer quelque chose qui est finalement 100 000 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu? Attention, on ne veut pas juste le fabriquer, on veut pouvoir contrôler la forme, la taille exacte, etc., etc. Alors, il existe plein de procédés différents au sein de l'axe Minos, donc au LSPM. Il y a au moins 2 stratégies qui sont explorées. La première, elle consiste à prendre 2 solutions métalliques. Donc ici, en particulier, on va prendre d'un côté de l'eau, tout simplement, de l'eau un petit peu plus pure que celle qu'on boit au robinet. Et puis, de l'autre côté, une solution de dioxyde de titane, en l'occurrence, donc TiO2. Et puis, ces 2 solutions, on va les faire rentrer séparément
dans ce qu'on appelle un réacteur à micro-mélange rapide. Donc qui en fait, c'est un peu de la plomberie, mais de la plomberie de haute voltige. Et ça va permettre de mélanger ces deux liquides, ces deux solutions, en contrôlant vraiment bien le flux, la vitesse avec laquelle ces deux solutions vont se mélanger. Et en contrôlant tout ça, finalement, on arrive à fabriquer des nanoparticules. Le mélange avec le contrôle des paramètres de l'environnement, ça va donner naissance à des nanoparticules en suspension de TiO2, de dioxyde de titane. Alors, une fois qu'on a ces particules, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on peut bien en faire? Le but, ça va être de les déposer sur des surfaces ou même sur des billes, par exemple. Donc là, des billes en verre. Et on utilise la méthode qu'on appelle le deep coating. Deep, en anglais, ça veut dire descendre. Donc en fait, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va abaisser l'échantillon, la surface sur laquelle on veut déposer. On va la descendre dans la solution de nanoparticules, tout doucement, puis la remonter, de manière à ce que les nanoparticules puissent se déposer vraiment de manière organisée sur cette surface. La même chose si on utilise des billes. D'accord? Donc deep, ça veut dire descendre, et coating, en anglais, ça veut dire recouvrir. Et grâce à cette technique, on arrive finalement à déposer une couche fine ou deux couches. En fait, on arrive à contrôler le nombre de couches de nanoparticules qu'on va déposer sur la surface qu'on a choisie. La deuxième stratégie qui est explorée dans l'axe Minos, ça va être une technique qui va consister à utiliser... Alors, on va partir de ce qu'on appelle un ballon tricole, qui est un outil qui est utilisé par les chimistes. Et un ballon tricole, donc ça s'appelle un ballon parce que vous voyez ici, ça a la forme d'un ballon d'un côté, et puis ça a trois cols de l'autre côté. Alors, à quoi ça sert d'avoir trois cols? Ça sert à pouvoir contrôler différents paramètres dans ce ballon. Par exemple, ici, on va pouvoir mettre une sonde de température pour connaître la température à l'intérieur. De l'autre côté, on va pouvoir mettre un appareil qui permet de réfrigérer, donc pour pouvoir vraiment contrôler la température à l'intérieur du ballon. Et puis, le troisième col va permettre, par exemple, d'introduire des réactifs ou au contraire d'extraire la solution une fois qu'elle est faite. Et à l'intérieur de ce ballon tricole, on va mettre une solution de sel métallique. Donc, c'est des métaux, mais qui sont dans un état vraiment quasiment atomique, ionique, au sein d'un liquide. Et le liquide, en l'occurrence, c'est une espèce d'huile qui s'évapore très très mal. Et le fait que ça s'évapore très très mal, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que du coup, on va pouvoir chauffer très fort cette solution sans pour autant qu'elle ne s'évapore. Et c'est comme ça qu'on va réussir à fabriquer les nanoparticules, donc exactement les mêmes que là, avec d'autres matériaux évidemment. L'astuce supplémentaire, le paramètre supplémentaire qui est utilisé ici, c'est qu'on ajoute un champ magnétique. On ajoute un champ magnétique et du coup, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire des nanoparticules qui ont une forme très particulière, puisque ce ne sera pas des petites boules, mais elles vont avoir une forme d'aiguille, comme c'est indiqué ici. Et cette forme d'aiguille, ça veut dire que la croissance des nanoparticules se fait dans le sens du champ magnétique. Une fois qu'on a ces aiguilles en forme d'aiguille, bah là c'est pareil, on aimerait bien pouvoir en faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ici, les chercheuses et les chercheurs de l'axe Minos? Ils vont utiliser une technique, comme dans l'axe Meca-Meta, qui s'appelle le frittage. Le frittage, c'est quoi? Le frittage, c'est quoi? Ça consiste à utiliser une haute pression, mais une pression qu'on contrôle. Donc on va presser, on va compresser ces structures nanoscopiques entre elles. Et puis on va aussi élever la température en même temps, mais là encore de manière contrôlée, pour que à l'intersection entre deux nanoparticules, on puisse faire fondre très légèrement la surface de manière à faire fusionner ces nanoparticules entre elles. Et là encore, on va utiliser un champ magnétique, ce qui fait qu'à la fin, on va pouvoir obtenir une pastille vraiment de taille
macroscopique, donc qui tient dans la main, qui fait 1 cm de diamètre, mais avec toutes ces nanoparticules orientées dans la même direction. Et à la fin, du coup, cette pastille qui tient dans la main va avoir certaines propriétés magnétiques, mais aussi optiques, qui sont très intéressantes. Et donc, en fait, quelle que soit la stratégie qu'on va utiliser, on va développer des procédés pour pouvoir, par exemple, recouvrir des surfaces avec des nanoparticules, pour pouvoir créer des volumes faits de nanoparticules. Et d'un côté comme de l'autre, c'est des choses qui sont extrêmement utiles par leurs propriétés optiques, par leurs propriétés magnétiques, qui vont être utiles, par exemple, dans le domaine de l'énergie, des panneaux solaires, par exemple. Mais aussi, on peut essayer de recouvrir des surfaces qui existent déjà avec ces nanoparticules, par exemple, pour pouvoir fabriquer des prothèses qui vont être mieux acceptées par le corps humain. Au sein de l'axe Meca-Meta, les chercheurs et les chercheuses sont plutôt des métallurgistes et ils vont travailler donc sur des métaux ou des alliages entre différents métaux. L'idée, c'est souvent, ils vont partir de poudres dont les grains sont de taille micrométrique. Donc 1 micromètre, c'est 1 millionième de mètre. Pour vous donner une idée, un diamètre d'un cheveu, ça fait environ 100 micromètres. Et donc ils partent de poudres dont les grains sont de taille micrométrique, et puis c'est des poudres métalliques ou d'alliage métallique. Donc par exemple ici on a représenté le titane, W, le tungstène, le nickel ou l'aluminium. Bien entendu, ces poudres, elles sont un peu trop grosses et puis elles n'ont pas les propriétés qu'on souhaite à la fin avec le matériau qu'on va obtenir. Et donc la question, c'est quel est le procédé qu'on doit mettre au point pour pouvoir aboutir aux propriétés qui nous intéressent. Alors pour ça, en fait, ces poudres métalliques de taille micrométrique, ce qu'on commence par faire, c'est les mettre dans un broyeur. Un broyeur, ça va être une espèce finalement, une espèce de gamelle dans laquelle il y a des grosses billes métalliques qui vont venir sur cette poudre. Elles vont venir l'impacter très fort, ce qui va aboutir à la fragmentation des grains micrométriques. Et à la fin de cette étape, on se retrouve non plus avec une poudre micrométrique, mais cette fois-ci avec une poudre nanométrique. Donc 1 nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre, et c'est finalement 100 000 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Donc c'est vraiment des poudres qui sont extrêmement fines. Ces poudres extrêmement fines, elles n'ont toujours pas les propriétés qu'on souhaite donner au matériau final. Donc c'est vraiment là que la métamorphose va pouvoir intervenir. Et comment est-ce qu'on fait pour métamorphoser ces matériaux, pour pouvoir leur conférer des propriétés intéressantes? Une des stratégies possibles, ça va être de faire ce qu'on appelle du frittage. Le frittage, c'est quoi? C'est augmenter la pression sur cette poudre. Donc, on va travailler à très forte pression, mais toujours une pression contrôlée. On va travailler également à une température beaucoup plus élevée, mais toujours une température contrôlée. Et cette pression et cette température, en fonction de leur valeur, on va pouvoir tout d'abord former un matériau macroscopique à partir d'une poudre, mais on va pouvoir contrôler et étudier les propriétés de ce matériau macroscopique. Alors comment est-ce qu'on fait? Par exemple, une fois qu'on a un matériau, donc par exemple ici on a représenté un petit cylindre de ce matériau qui a des nouvelles propriétés, on va par exemple découper une petite éprouvette. Donc là, en pointillé, ça a la forme de ce qu'on appelle une éprouvette. Cette éprouvette, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on va pouvoir tirer dessus par exemple et regarder à partir de quelle force cette éprouvette va commencer à se rompre, à se casser, à s'étirer. Évidemment, ce n'est pas la seule chose qui nous intéresse. On va aussi utiliser des microscopes. Ça peut être juste un microscope optique, ça peut être un microscope électronique, pour pouvoir observer la structure à l'échelle microscopique. Et évidemment, ce qu'on essaye de faire, c'est le lien entre les propriétés mécaniques de ce nouveau matériau et les propriétés à l'échelle microscopique. Et finalement, l'idée, c'est de regarder comment
le frittage, donc la température, la pression, le broyage également, a permis d'aboutir à ces nouvelles propriétés. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Parce que les métaux et les alliages métalliques sont vraiment tout autour de nous dans la vie quotidienne et on essaye toujours d'obtenir des nouveaux matériaux avec des nouvelles propriétés. Par exemple, on essaye de faire des avions plus légers qui pourraient consommer moins de carburant, ou alors on essaye de faire des prothèses qui vont moins abîmer les os des personnes qui vont les porter.